Alors nous allons continuer cette capsule en parlant de littérature autochtone de façon plus précise. Vous l'avez dit tout à l'heure, la littérature amérindienne au Québec a émergé dans les années 70. Comment est-ce qu'elle a évolué? Comment est-ce que la visibilité, la réception de cette littérature ont évolué depuis les années 70? Alors effectivement, au début des années 70, on n'en parlait pas. Il y avait aussi peu d'auteurs, les auteurs ont commencé à publier. Le public n'était pas habitué à voir des autochtones écrire et publier, mais petit à petit, il y a eu quand même plusieurs auteurs. On a parlé tout à l'heure de Anantane Gabesh, auteur Innu, Yves Louis-Durand, dramaturge Wendat, Éléonore Sioui, poétesse Wendat. Donc il y a eu des auteurs comme ça qui ont percé et qui ont commencé à poser les bases pour que d'autres auteurs par la suite puissent les suivre. Mais effectivement, c'est vers la fin des années 90 et le début des années 2000 qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit. Donc il y a eu de plus en plus d'auteurs qui ont commencé à publier. Et évidemment, ils ont attiré l'attention de plus en plus des éditeurs, des journalistes, des critiques et ainsi de suite. Et donc, rapidement, ils ont été connus par le public parce qu'ils étaient plus accessibles en librairie. Parce que, effectivement, dans les années 70 et 80, c'était souvent des petites publications qui circulaient soit à l'intérieur des communautés seulement, ou soit qui étaient publiées par des petits éditeurs qui n'avaient pas une large distribution. Donc, vraiment, c'était difficile pour les lecteurs d'avoir accès à l'information. D'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles j'avais pensé à cette anthologie, justement pour que l'information soit accessible. Il y a quand même un élément important qui a fait une grosse différence, c'est l'apparition d'Internet. Parce qu'effectivement, plusieurs auteurs, comme Anantane Gabesh, ont décidé d'écrire parce qu'elle voulait que le message que son livre portait puisse voyager très loin. Et donc à l'époque, c'était le livre qui permettait ça. D'ailleurs, moi, à Rome, j'ai pu rentrer en contact avec Anantane Gabesh de Shefferville, une communauté très éloignée au nord du Québec, justement parce qu'elle avait publié ce livre, et ce livre avait voyagé jusqu'à l'Italie. Mais bon, quand Internet est né et s'est diffusé, effectivement, les créateurs en général, donc les écrivains, mais également les artistes, les chanteurs, ont commencé à utiliser cet instrument pour diffuser leur création. Et donc, ils ont été beaucoup plus accessibles localement, donc au Québec, au Canada, mais aussi internationalement. Donc, ça a été un très bel instrument de diffusion. Et donc, ils sont devenus de plus en plus en demande, ces auteurs. Parce qu'à partir du moment où les gens ont eu accès à l'information, ils ont quand même manifesté beaucoup d'ouverture. Parce que souvent les gens me demandent, mais comment est-ce que le public québécois était réticent? Moi, personnellement, de façon générale, je trouve qu'ils étaient quand même ouverts aux auteurs et à leur réalité à travers la création. Donc à rentrer en contact avec leur réalité à travers la création. Et donc ensuite, il y a eu des maisons d'édition qui ont décidé de les promouvoir. On pense par exemple à Mémoire d'Encrier qui a lancé Joséphine Bacon, Naomi Fontaine, Natacha Canapé-Fontaine. Et ces auteurs, petit à petit, se sont vraiment insérés dans le réseau littéraire majoritaire. On commençait à fréquenter les salons du livre, à gagner des prix, donc à avoir plus de visibilité. Et donc petit à petit, ça fait effet boule de neige. Et donc ils ont été de plus en plus connus et lus. Et aujourd'hui, justement, il y a une maison d'édition qui vous tient particulièrement à cœur, qui est la maison d'édition Anénorac. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Oui, effectivement, les éditions Anénorac sont la première maison d'édition autochtone qui s'est implantée solidement et qui a survécu dans le temps, parce qu'il y avait eu des petites maisons d'édition dans les communautés qui avaient vu le jour mais qui n'avaient pas survécu, alors que les éditions Anénorac, effectivement, sont à l'origine, elles sont nées grâce à l'initiative de Jean Sioui, qui est poète lui-même, poète Wendat, et Daniel Sioui, son fils, qui se sont associés parce qu'en fait, ils trouvaient que des fois,
étant donné la différence culturelle des auteurs, des fois les auteurs n'arrivaient pas à bien communiquer avec les éditeurs québécois. Donc ils trouvaient que une maison d'édition gérée par des autochtones pouvait les accompagner de façon plus culturellement adaptée et sécuritaire. Je ne saurais pas comment le dire autrement. Donc en allant au-delà de tous les stéréotypes, de toutes les attentes que certains éditeurs pourraient avoir par rapport à ce que devrait écrire un autochtone selon eux et tout ce genre de questions. Aussi, il ne faut pas oublier que pour plusieurs auteurs, le français est leur deuxième langue. Donc même le suivi linguistique qu'il faut faire sur certains manuscrits est différent par rapport à un auteur dont la langue première est le français. Donc le fait d'avoir un éditeur autochtone qui est sensible à toutes ces questions et donc qui peut accompagner les auteurs et leurs manuscrits d'une façon plus précise et ponctuelle a permis effectivement à cette maison d'édition de publier beaucoup d'auteurs, beaucoup de textes qui probablement n'auraient pas vu le jour sans leur accompagnement ou qui auraient vu le jour beaucoup plus tard. Et puis, bien entendu, le fait d'être inséré dans le réseau des communautés leur a permis de se faire connaître dans les communautés. Donc, cette nouvelle génération d'auteurs a pu profiter de leur expertise et de leur soutien. Et alors justement, est-ce que vous pourriez nous parler de quelques auteurs ou de quelques autrices que vous considérez comme étant indispensables lorsqu'on parle de littérature autochtone au Québec? Alors, oui, ceci dit, je veux faire la prémisse qu'effectivement chaque auteur a sa particularité et effectivement chaque auteur nous permet d'apprécier une partie des cultures autochtones et bien entendu de l'imaginaire que cet auteur ou cette autrice porte. Ceci dit, effectivement, j'ai déjà mentionné Joséphine Bacon. Joséphine Bacon, poétesse Innu, qui, à mon avis, est importante, bon, parce que c'est une poétesse de grande qualité, mais aussi parce que je pense que Joséphine Bacon, de par ses qualités littéraires, mais de par ses qualités humaines, elle a été vraiment capable de faire en sorte que le statut de l'auteur autochtone change au Québec, vis-à-vis des Québécois, mais vis-à-vis des Autochtones aussi. Parce qu'effectivement, quand je suis arrivé au Québec dans les années 90, fin des années 90, j'ai commencé à me promener dans les communautés, dans les réserves. Les auteurs n'étaient pas très populaires. C'est souvent j'ai entendu le commentaire « Ah ben, ils écrivent, c'est une affaire de blanc. C'est quelque chose qui ne nous concerne pas, qui ne nous appartient pas d'un point de vue culturel ancestral. » Alors que je pense qu'il y a eu un changement qui s'est fait avec le personnage de Joséphine Bacon, parce qu'elle a permis vraiment d'être... Elle est tellement, d'un point de vue humain, elle est tellement attachante, qu'elle a vraiment permis d'attirer l'attention positivement sur les auteurs. Et donc, même à l'intérieur des communautés, plusieurs autochtones se sont dit fiers maintenant d'avoir une auteure Innu, et autochtone au sens plus large, qui d'une certaine façon fait le lien entre les communautés et le public. Donc ils se font connaître à travers le personnage de Joséphine Bacon et souvent ils sont très fiers. Et ça a permis d'inspirer aussi beaucoup de jeunes pour dire j'aimerais faire ce qu'elle fait, donc j'aimerais écrire. Moi aussi je trouve que c'est un langage qui pourrait me permettre d'exprimer ce que j'ai en dedans, d'exprimer ma culture d'une façon différente. Mais aujourd'hui la littérature fait partie de quand même leur réalité, comme beaucoup d'autres choses qui ne l'étaient pas peut-être il y a 500 ans, mais qui aujourd'hui le sont. Donc c'est normal que des jeunes décident d'utiliser ce moyen d'expression. Donc par exemple Joséphine Bacon, et là on a parlé juste d'auteurs Innu, qui sont importants, mais par exemple Jean Sioui, je l'ai mentionné très rapidement. Eh bien Jean Sioui, le poète Jean Sioui, c'est un des poètes les plus prolifiques au Québec. Je pense qu'il a publié 9 ou 10 recueils de poèmes. Oui, quelque chose comme ça. Oui. En plus de 3 ou 4 récits jeunesse. Alors lui, par exemple, nous permet vraiment d'observer l'évolution d'un poète autochtone, Wendat en l'occurrence, sur 9 recueils. Mais aussi, Jean Sioui a travaillé très fort au début des années 2000 pour que le Conseil des arts du Canada
ouvre ses programmes de subvention aux jeunes auteurs autochtones francophones. Parce qu'à l'époque, le Conseil des arts du Canada avait ses programmes, mais uniquement pour les auteurs, les jeunes auteurs autochtones anglophones en début de carrière. Alors il s'est battu très fort pour que ils acceptent aussi des auteurs autochtones francophones, donc ça a permis la formation professionnelle de jeunes auteurs et la publication de leurs livres. Donc il y a beaucoup de personnages comme ça qui chacun, dans une branche spécifique, ont apporté quelque chose au niveau du théâtre. Issou Durand, que j'ai mentionné tout à l'heure, c'était un des premiers à démocratiser le théâtre dans les communautés et à trouver le lien entre le théâtre qu'on connaît aujourd'hui et certaines pratiques ancestrales qui quant à lui, étaient des formes de théâtre traditionnel. Donc il y a toute une recherche comme ça pour essayer de voir comment certaines formes de littérature étaient déjà présentes chez les autochtones. Oui, donc on voit qu'il y a un rôle social de cette littérature qui est finalement très très important. Et ça m'amène justement, ce que vous venez de dire, à faire un lien entre l'oralité et l'écriture, hein, qui est un grand sujet. Alors on dit souvent que les peuples des Premières Nations sont des peuples de tradition orale, que ce sont des peuples qui n'ont pas d'écriture jusqu'à leur scolarisation. On dit aussi que l'écriture et l'oralité ont deux fonctions bien distinctes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces affirmations? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Alors, il est évident que l'oralité est un côté très important des cultures autochtones. Ceci dit, et ce sont des auteurs autochtones qui me l'ont fait remarquer, il y avait quand même beaucoup de formes d'écriture différentes traditionnellement chez les autochtones. Pas l'écriture alphabétique avec les caractères latins, Bien oui, sûr. mais par exemple, chez les Inuits, bâton à message, ben, c'était des bâtons que les familles, les Inuits, les chasseurs laissaient dans le territoire avec des codes extrêmement précis et détaillés qui permettaient de s'échanger des messages dans le territoire. En fait, comme des post-it, si vous voulez. Donc c'était une forme d'écriture à partir du moment où tu maîtrisais les codes. Donc une forme d'expression, parce que en fait, quand tu regardes la définition d'écriture dans le dictionnaire, c'est une forme d'expression qui permet de transmettre des messages. Donc par exemple, chez les Premières Nations au Canada, les Wampum, qui sont ces bandes de coquillages perlés entre eux, qui permettent de garder des archives historiques, de faire des pactes militaires ou des pactes de paix, et qui transmettent des messages même très 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 détaillés des fois, et qui étaient une forme d'écriture qui était tout simplement adaptée aux besoins des autochtones de l'époque. Et effectivement, pourquoi je dis ça? Parce que justement, les auteurs contemporains valorise ce patrimoine écrit ancestral autant que le patrimoine oral ancestral. Puis après, dans les Amériques, il y a beaucoup d'autres formes d'écriture. Donc, effectivement, il ne faut pas penser que les autochtones étaient uniquement de tradition orale. Oui, c'était une partie très importante, mais ils avaient aussi d'autres formes d'expression et d'écriture. Tout à fait. Et alors, ça m'amène à vous parler un petit peu de Louis-Jacques Doré, qui est un anthropologue avec qui vous avez copublié Littératures autochtones, qui pose une question en préambule de son travail, et donc que je vous pose également, à savoir quelle relation la littérature autochtone entretient-elle avec les fondements oraux de ces cultures d'origine? Moi, je pense que c'est une relation de continuité et d'évolution naturelle des cultures humaines. Parce qu'effectivement, oui, les auteurs ont commencé par la publication dans les années 70 des légendes traditionnelles, parce que c'était effectivement dans ces légendes que l'on retrouvait exprimer toute leur culture et toutes leurs connaissances. Donc tout naturellement, ils ont décidé de les transcrire. Après, avec le temps, certains auteurs se sont rendus compte qu'ils voulaient aller plus loin que la simple transcription des récits anciens et qu'ils voulaient nourrir cela avec leur imagination. Donc, il y a des auteurs
qui ont créé ce que moi j'appelle des légendes contemporaines. Donc en utilisant des personnages traditionnels, mais dans un contexte contemporain. Donc par exemple le personnage de Chagabesh qui est très connu chez les Inuits. Alors certains auteurs Inuits l'ont catapulté dans un contexte contemporain. Donc Chagabesh qui plutôt d'être dans les territoires anciens et à Québec ou Montréal, et continue à interagir avec toutes sortes de personnages d'aujourd'hui, mais continue à avoir le même rôle social. Donc il continue à donner des enseignements aux Inuits d'aujourd'hui sur la façon de rentrer en rapport avec les réalités qui entourent les Inuits aujourd'hui. Et donc c'est une façon de faire évoluer la tradition orale ou les codes des récits anciens. Ou par rapport à l'oralité, on parlait du théâtre. Je pense à la pièce Le porteur des peines du monde de Yves Sioui Durand. Eh bien, quand on assiste à cette pièce ou quand on voit les vieux enregistrements, c'était une pièce des années 80, eh bien, on a vraiment l'impression d'assister à une performance chamanique, mise en scène. Donc, il y a différentes façons de faire, de réactualiser l'oralité dans la littérature contemporaine. Ou par exemple, si je prends l'auteur Wendat Louis-Carl Picard-Sioui, eh bien lui, dans l'utilisation des genres littéraires, justement, il a publié des légendes anciennes, transcrit des légendes anciennes, approuvées par le Conseil des Anciens, donc de façon très précise par rapport à la tradition. Ensuite, il a créé son roman jeunesse, par exemple, Yawendera et la forêt des têtes coupées, qui est un roman qui sort de son imagination, mais avec des codes extrêmement précis, des personnages extrêmement précis qui sont très ancrés dans la culture Wendat. Et puis ces tout derniers recueils de nouvelles qui, au contraire, apportent aussi de la science-fiction qui cohabite avec la tradition très ancienne. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment ils nous font voyager dans le temps à travers la tradition orale, à travers l'écriture et à travers leur mariage. Parce que moi personnellement, je ne vois pas de contraste entre ces deux moyens d'expression, parce que oui, c'est sûr que le fait d'être dans le Nord, un soir sous une aurore boréale autour d'un feu avec une personne âgée qui te raconte une légende, c'est autre chose par rapport à pouvoir lire la même légende dans un livre, c'est évident. Mais par contre, effectivement, quand ces personnes âgées décèdent et n'ont pas transmis leurs connaissances, le fait qu'un auteur ait pris le temps de le coucher dans l'écriture, eh bien ça nous permet quand même, avec certaines limites, mais d'avoir accès à ces connaissances et à ces récits anciens. On parlait tout à l'heure de la langue. C'est grâce justement aux transcriptions anciennes que les Wendat ont pu récupérer ces récits anciens qui auraient été perdus autrement. Oui, alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Est-ce qu'on retrouve aussi des traces d'oralité de façon très concrète au niveau de la forme du texte, des répétitions, des choses comme ça? Je pense notamment à Nantané Capèche et à son livre, non pas Je suis maudite sauvagesse, mais Qu'as-tu fait de mon Qu'as-tu pays, fait ouais. de mon pays? Voilà, est-ce qu'on trouve comme ça des tournures spécifiques à l'oralité dans ces textes? Alors, souvent, les auteurs ont tendance à intégrer beaucoup d'expressions en langue autochtone dans leurs textes. Donc, c'est sûr que le fait d'intégrer des phrases, des tournures dans les langues autochtones nous ramène à ces réalités-là, parce que les langues autochtones sont très ancrées dans l'oralité. Mais moi, d'habitude, j'ai tendance à voir l'intégration de l'oralité dans l'écriture plutôt sous la forme de la structure du texte. Je vous parlais tout à l'heure de Yawendera, la forêt des têtes coupées. Là, on a des personnages et des bouts donc des personnages traditionnels qu'on retrouve dans l'écriture, mais aussi des bouts de récits qui sont structurés selon la forme orale. Parce que des fois on entend dire, bon, dans un roman, il y a beaucoup de dialogues, c'est proche de l'oralité. Moi, c'est pas dans ce sens-là que je le vois. C'est plutôt de cette autre façon de l'intégrer vraiment, soit dans la structure d'une nouvelle, dans la structure d'un récit, ou à travers l'utilisation de ces personnages et de ces codes
dans l'écriture. Mais oui, bien entendu, on a des récits qu'on peut considérer plus circulaires, ou par exemple les romans de Naomi Oui, Fontaine. bien sûr. Oui, effectivement, elle fait beaucoup de répétitions. Elle a un style avec des phrases très incisives et très courtes. Et ce sont disons, c'est une structure de roman qui n'est pas celle à laquelle on est habitué, mais ce sont comme des tableaux qui s'entrecoupent et qui sont un récit Oui. circulaire, si vous voulez. Mm, mm.